Et là, on va poursuivre cet après-midi dans cette séquence sur l'irrigation par la question des eaux usées traitées, une nouvelle ressource pour l'irrigation en viticulture. Vaste sujet, on l'a vu tout à l'heure, il y a un enjeu sur la ressource disponible, le volume disponible. Est-ce que la REUT est une solution pour lever ces freins à l'irrigation notamment? Et donc je vais proposer, même demander à Denis Caboulet de l'IFV de me rejoindre. Merci à tous de bien vouloir vous installer et écouter Denis. Et donc Denis, on va parler, donc tu travailles à l'IFV. Oui, je travaille à l'Institut français du vin sur le domaine expérimental de l'INRA Pêche Rouge. Je travaille sur l'irrigation avec Jean-Christophe Payan. Je suis tous les travaux d'Hernan aussi depuis environ 15 ans. Et depuis 5 ans maintenant, je travaille sur le pilote des eaux usées traitées BRL à Roquefort-des-Corbières. Je vois aussi ce qui se fait sur Irréalto à Pêche Rouge. Et à travers ça, je fais plus un retour d'expérience sur ce que pourrait être l'utilisation des eaux usées en viticulture. Donc, quelques définitions. Bon, vous allez souvent entendre parler de reuse dans la presse. Le terme reuse, c'est le terme anglais qui veut dire réutilisation. Ce n'est pas obligatoirement lié à l'eau, c'est aussi le recyclage, on peut dire. Le terme REUT, c'est l'acronyme de réutilisation des eaux usées traitées. C'est important de préciser traitées, des eaux grises, comme je vais vous le présenter plus bas. On n'a pas le droit de les utiliser en France et en Europe. Systématiquement, l'utilisation en irrigation ou autre usage est avec de l'eau usée traitée. Une définition que j'ai trouvée dans la littérature, le but de la REUT est de fournir une quantité d'eau supplémentaire dont la qualité convient à un usage déterminé sans avoir à attendre une épuration par un cycle naturel. Si on prend le cas de l'irrigation agricole, imaginez, sortie d'une station d'épuration, l'eau va dans la rivière, redescend dans une nappe un peu plus loin, vous la pompez avec un délai certain et vous réutilisez après une épuration naturelle. Là, directement, on va l'utiliser à la sortie de la station. Donc vient la notion d'économie circulaire de l'eau, avec donc, je dirais, 4 types d'eau si on veut comprendre le système que je vais vous présenter après. Les eaux brutes naturelles qu'on trouve en surface ou en profondeur, les eaux potables que vous utilisez à l'entrée de votre maison, les eaux usées, donc les eaux grises, les codes couleurs ont une importance parce que vous trouvez souvent ces utilisations dans la littérature, et les eaux usées traitées qui sont donc ni grises ni bleues, donc on va dire vertes, utilisables dans certains cas. Ce schéma un peu compliqué, vu le temps imparti, on ne va pas prendre tous les détails. Vous avez le petit cycle de l'eau à gauche où normalement, d'un usage domestique, on fait de l'eau usée, on la traite, on la renvoie au milieu naturel. Jusque-là, c'est ce qu'on fait quasiment partout en France et sur toutes les quantités d'eau. Et dans d'autres pays confrontés à plus de contraintes par rapport à la ressource, on ose utiliser ces eaux usées traitées. Ce que nous, on connaît, c'est la REUT directe sur quelques projets en France en viticulture ou autres cultures. Il y en a un célèbre pour les gens qui sont intéressés, c'est les pommes de terre de l'île de Noirmoutier. Pas de ressources en eau, production de pommes de terre primeurs, donc toutes les eaux usées vont à la production de pommes de terre. Il y a des REUT indirectes. Les projets sont en train de fleurir dans les Pyrénées-Orientales, et pas obligatoirement pour l'agriculture, pour voir que la situation est très catastrophique dans cette région. C'est que la commune de Cléra va réapprovisionner ses eaux usées pour maintenir son aquifère pour l'eau potable. Donc ça va un peu plus loin que de se dire un usage ciblé et avec une usine de potabilisation certainement entre les deux. On a un petit cas de recyclage des eaux de cave, on travaille un peu à l'IFV dessus. Le problème, c'est que les eaux de cave sont produites principalement en septembre, en petite quantité, et donc il faudrait attendre jusqu'en juillet-août pour les utiliser. Donc c'est un cas un peu à part. Denis, on comprend aussi avec ce schéma que l'eau usée, elle retourne classiquement dans le milieu. C'est-à-dire que ce n'est pas une eau perdue, et c'est une eau qui reste utile au milieu. Quand un préfet donne l'autorisation, aujourd'hui, il y a une réglementation qui est en train de sortir, Nassim en parlera après moi, mais jusqu'à présent, les autorisations préfectorales, c'est des problèmes sanitaires et des problèmes environnementaux. Ça reste un prélèvement dans le milieu, ça pose des problèmes d'étiage l'été de rivières. Si on prend ce problème-là, à Roquefort-des-Corbières,
C'est bien parce qu'on n'envoie plus d'eau dans la lagune avec des eaux qui ont encore quelques polluants, mais par contre, la petite rivière a un étiage encore plus bas. Donc ça pose la question aussi de où est-ce que se positionnent ces stations d'épuration. Voilà. Aussi, si quand elles sont près de la mer, on voit tout de suite l'intérêt, parce que bon, la mer, il y a plein d'eau. Par contre, si c'était de l'eau qui était rejetée dans la rivière, ça pose peut-être d'autres questions tout à fait, d'ordre environnemental. Okay. J'en parlerai un peu plus loin sur les problèmes par rapport aux zones côtières. Importance de la reuse. Alors on en parle beaucoup. Ces chiffres sont repris depuis début janvier ou début février, depuis qu'on sait que ça va être très très compliqué en zone méditerranéenne. Dans le monde, il y a 20 millions d'hectares irrigués avec des eaux usées, alors brutes ou diluées, pas traitées, puisqu'en fait, seuls 500 000 hectares, environ 2%, sont faits avec des eaux usées traitées. Il y a beaucoup d'endroits où on ne se pose pas trop de questions. On a besoin de l'eau, et de l'eau brute sortie d'une ville, c'est très bien pour irriguer. Soit 10% des terres irriguées, c'est par rapport aux 20 millions d'hectares. Les pays en très forte tension, comme Israël, sont à 90% de réutilisation d'eau, soit 25% de leurs besoins globaux, et quasiment tout va pour l'agriculture. Post-traitement, là, pour le coup? Non, non. Directement. Beaucoup brut ou dilué, peut-être traité à certains endroits, mais c'est beaucoup du brut. Dans les pays du Maghreb, les taux de réutilisation sont de 25 à 30%, et puis plus proche de nous, 14% et 8% pour Italie et Espagne. Bon, en France, on est à 1% de réutilisation. Les explications, je les ai mis dans l'ordre de la tension sur la ressource, puisque j'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus et on sait que la tension monte en France. La réglementation, et puis une conséquence des deux, la viabilité économique des projets, quoi. Quand on sera sauvé des hectares de vignes grâce à de l'eau, on acceptera peut-être économiquement d'investir. Deux projets que j'ai approchés. Le projet à gauche de Roquefort-des-Corbières, 20 hectares de vignes, toutes les eaux usées quasiment en direct traitées et utilisées. Il y a juste un bassin de stockage de 3000 m3. Ce bassin de stockage permet de faire 2 arrosages, de tenir 15 jours, 3 semaines. C'est plus un batch technique, mais sur un total de la commune de Roquefort de 600 hectares. Ça correspond un peu à ce que la personne de BRL a dit aujourd'hui. Il y a plein de eaux usées traitées, mais si l'importance de la ressource, c'est la disponibilité du vignoble autour, eh ben, ce n'est pas en adéquation. Et puis à côté de ça, on a une station d'épuration de Narbonne-Plage ou de Gruissant, qui à la période estivale, au moment où on irrigue, c'est environ 80 000 habitants, et on a un potentiel de 300 à 400 hectares. Si vous connaissez le vignoble de la Clappe, pour trouver 300 à 400 hectares, entre le dénivelé et les distances, il y a des coûts d'acheminement très importants. Donc on comprend que l'eau usée potentiellement à traiter pour pouvoir la réutiliser est disponible, mais pas forcément au bon endroit. Et le transport de l'eau, d'un point de vue viticole. Je ne suis pas un spécialiste, mais le transport de l'eau, c'est de l'énergie, du carbone et un coût économique. Mais là, les débats, ce serait plus aux gens hydrauliciens de BRL d'en parler. Un point sur les problèmes des reuses côtières, puisqu'on voit la plupart des projets se développer à cet endroit-là, qui ne posent pas de problème d'environnement. L'eau peut ou est souvent salée, ou risque d'être salée. C'est des réseaux gravitaires qui sont sous le niveau de la mer. Les réseaux gravitaires d'eau usée ne sont pas étanches, et donc il peut y avoir des risques de salinité à surveiller et à vérifier. Sans même parler d'un thème qu'on n'a pas abordé au cours de la journée, qui est le risque de salinisation par l'irrigation elle-même. Donc là, si en plus l'eau de base d'irrigation est elle-même salée, autre problème. Les aspects agronomiques bénéfiques de l'irrigation par reuse. Alors, je vous ai pris un exemple, j'aurais pu prendre des exemples sur Irialto et les chiffres d'Hernan. Vous avez une parcelle à gauche qui, quand on a commencé en 2019 jusqu'à 2021, était jeune. Je pense qu'elle avait environ 7 ou 8 ans en 2019. Eh bien, l'apport d'eau usée traitée ou d'eau potable sans R et sans P donne le même résultat. Et en gros, par rapport à pas d'irrigation, c'est plus 36% de rendement. Et puis à côté, le même cépage à 150 mètres d'écart, c'est du Caladoc. Mais en 2019, la parcelle avait 30 ans, fortement enracinée. Globalement, cette parcelle n'a pas besoin d'eau. Elle est à son maximum. Mais ça, c'est des choses qu'on a déjà montrées à l'IFV. Il y a des moments où on met de l'eau pour un gain qui n'est pas là. Il y a des limites au système qui peuvent être hautes, nutriments, enracinement, ou déjà quand on est à 4 kg par pied,
On est déjà quand même, mais oui, monsieur Carretier, à 4 kg par pied, je pense que dans pas mal de créneaux, ça passe quand même. Ah, mais là, je vous présente un exemple à 4 kg par pied. L'impact agronomique, on parle beaucoup des nutriments dans les eaux usées traitées. La problématique que j'ai découverte en 2019, c'est que les eaux usées ne sont pas traitées de la même façon en fonction du milieu où on rejette. Sur pêche rouge, on rejette dans la mer, vous l'avez compris, et les obligations de traitement ne sont pas aussi importantes. Donc les compositions en azote, phosphore et potassium que vous avez à gauche ne sont pas les mêmes qu'à Roquefort, où les obligations de traitement et de rejet des eaux dans une lagune, bordure côtière, dans un parc naturel régional avec des enjeux environnementaux forts, obligent entre autres un traitement complémentaire sur l'azote. Donc d'un côté, vous avez potentiellement pour 100 mm d'eau, 40 unités d'azote apportées, pendant que de l'autre côté, vous avez une quantité négligeable, 2,2. C'est là qu'on voit par exemple que sur pêche rouge, on arrive à augmenter l'azote assimilable des mous grâce à ces apports d'azote. Sur le phosphore, pas d'apport, c'est une bonne chose. La vigne n'a pas besoin ou est très très peu demandeuse en phosphore et la plupart des terrains viticoles de notre région sont suffisamment pourvus pour cet élément-là. Et en potassium, les deux stations sont un peu des stations extrêmes en termes de qualité des eaux, ont un apport à 100 mm aux environs de 30 unités, ce qui correspond à une fumure d'entretien. S'il y a besoin d'une fumure de correction, il faut aller plus loin. Par contre, pour moi, il y a des limites dans cette fertirrigation par la rayotte. Donc, je vais rappeler les trois apports potentiels ou non-apports pour le phosphore. Pendant la phase de croissance végétative, les besoins en eau sont faibles à nuls et les besoins en azote jusqu'à la floraison sont importants. Donc si on apporte beaucoup d'eau pour apporter les unités d'azote nécessaires, ce n'est pas très bon. Et puis les apports d'eau importants en fin de cycle post-véraison, comme on le voit de plus en plus souvent, on apporte de l'azote en même temps. On a des nouvelles normes que je ne pourrais pas vous décrire là parce que je crois même que je ne les ai pas vraiment compris sur les cahiers des charges HVE. On ne doit pas dépasser 40 unités d'azote apportées en fonction du bilan humique. Et donc, ce genre de choses, si on apporte de l'azote par l'eau et pas au bon moment, ça va poser problème. Les apports tardifs d'azote, risque de lessivage pour les pluies automnales. Comment, dans un réseau d'eau, gérer une parcelle trop vigoureuse par rapport à une parcelle trop faible? Et puis, la vigilance par rapport au déséquilibre entre potassium et magnésium. Je pense que là, il n'y a pas de problème. Il suffit juste d'avoir une fertilisation plus forte en magnésium si nécessaire. Donc, les conclusions agronomiques. La même chose que de l'eau classique. Augmente le rendement, augmente la vigueur, permet une meilleure maturité technologique, c'est-à-dire un meilleur rapport sucre-acide, augmente la qualité, ça a été dit beaucoup aujourd'hui. Si présence d'azote, augmentation de la teneur en azote assimilable des mous. Le problème des apports simultanés d'eau et d'azote qui pose le problème du bon pilotage et de la gestion de ces deux éléments. La fumure d'entretien en potassium. Et puis, j'ai rajouté, mais ça a été dit plusieurs fois aujourd'hui, avant de mettre des eaux usées traitées sur un vignoble, il faut faire le maximum pour faire des économies d'eau avec des adaptations structurelles, de densité, de mode de conduite, d'encépagement et d'ombrage. Merci beaucoup, Denis. On peut l'applaudir et le remercier pour cet exercice de synthèse qui n'est pas simple. Et on va poursuivre l'analyse du sujet des eaux usées traitées avec Nassim Haït Moueb. Nassim, vous travaillez à INRAE également, au sein de l'UMR Géo. Et on va prolonger un peu l'exploration des atouts et limites de la rayoute avec vous. Merci, bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Nassim Haït Moueb, moi je suis chargé de recherche à INRAE au sein de l'UMR Géo, donc une UMR qui travaille sur la question de gestion de l'eau d'une manière interdisciplinaire. Et moi, je travaille principalement sur les systèmes d'irrigation, notamment goutte à goutte, et la réutilisation des eaux usées, d'un point de vue impact environnemental et sanitaire. Donc, sur la présentation précédente, je compléterai ce qui a été dit par un aspect réglementaire et sanitaire principalement. Donc, pour compléter ce qui a été dit, donc ce qui est l'avantage, on va parler d'avantages et inconvénients, et après, à la fin, je conclurai par une analyse complémentaire de ce qui a été
présenté par Denis sur les enjeux en Occitanie et la vigne. Donc réserver les eaux conventionnelles pour l'eau, un usage sensible, même si maintenant la pression est telle qu'on commence à aborder la question de l'eau potable, hein, même en Vendée par exemple. Réduire l'impact sur les milieux aquatiques. Donc la reuse comme ressource en eau, mais il y a beaucoup de projets, notamment en France, c'est pour éviter également un impact sur un milieu qui est considéré sensible. Oui, c'est-à-dire de limiter les prélèvements par ailleurs, c'est ça, en utilisant de la réutilisation. Ça, du coup, c'est la substitution, mais également sur des... Par exemple, dans le cas de Murviel et Montpellier, il n'y avait pas de substitution, mais le cours d'eau et le fait que la Monsan était considérée à risque d'un point de vue eutrophisation nous a permis d'avoir une autorisation. Et donc, pour la parcelle viticole ou agricole, comme tampon, a un impact dans un milieu qui est considéré sensible d'un point de vue eutrophisation. Donc après, il y a la question, bien sûr, qui a été abordée de la disponibilité, et ça, c'est la saisonnalité aussi de l'apport. Et ça, c'est une réelle question par rapport au stockage, sur lequel nous, on commence à beaucoup travailler dessus, pour maintenir une quantité intéressante pour les agriculteurs. Après, il y a la question de l'avantage, c'est la longue expérience. Les gens travaillent sur la réutilisation, donc il y a beaucoup de retours d'expérience. Mais l'inconvénient, c'est les systèmes d'irrigation. Nous, on travaille beaucoup sur le bouchage, notamment dans le cadre de Roquefort, les Corbières avec l'IFV, mais également la maintenance, l'installation. Ces eaux qui peuvent être potentiellement plus chargées, donc induire des surcoûts, on va dire. Après, il y a toute la question là, qui a été abordée sur la partie agronomique, l'impact de la salinité de ces eaux qui peut être un peu plus élevé. Mais bon, il y a des solutions de gestion. Mais à quel moment il faut arriver jusqu'à désaliniser on va dire les eaux usées traitées. Et puis à quel coût, on imagine, derrière. Qui induit du coup les trois petits points vers la question du coût. Et après, il y a la question là, que je vais commencer à aborder de la gestion de ces eaux et comment s'organiser. Donc les résultats que je présente, c'est dans le cadre d'un projet région avec l'IFV Vitériut et un projet agence de l'eau avec le projet Régulo. Donc ça c'est rapide pour dire voilà ce que concrètement Géo, sur quelle partie sur la réutilisation dont on travaille au sein de notre UAMR, ça part du traitement, les systèmes d'irrigation, l'impact sur ces eaux d'un point de vue environnemental et agronomique, mais également sur des enjeux plus transversaux autour des gestions de l'eau et sciences politiques et sociologie autour de ces eaux. Donc juste pour résumer, parce qu'on a commencé à aborder la question de la réglementation, pour le moment, c'est le tableau du haut qui concerne la réutilisation en France, en tout cas agricole. Parce que jusqu'à, on va dire, l'année dernière, le seul usage, on va dire, permis dans la réglementation, c'était l'agriculture et l'irrigation des golfs. Donc, pour le vigne, on était, grosso modo, la plupart du temps, si on était en goutte à goutte, sur de la qualité C. Là, en juin, on passe à la directive européenne qui a été abordée là, pour le plan eau et sur lequel la France n'a pas ajouté d'amendement. Donc, c'est ce tableau-là qui va faire foi pour les prochaines demandes d'autorisation et même pour les projets en cours. Donc, on passe par exemple, pour le paramètre, donc l'indicateur pathogène E. coli, de plus de 100 000 à environ moins de 2 000 comme indicateur. Donc, ça a amené beaucoup de débats sur la viabilité des projets de réutilisation suite à ce passage à la directive européenne. Qui est plus stricte, c'est ça qu'il faut retenir ou... Et c'est là où il y a beaucoup de débats. On va dire, ça dépend de l'usage. Si on était sur un usage, on va dire, maraîchage en aspersion, on passait sur de la qualité A, qui est qualité très draconienne, qui est le cas de la réutilisation majoritaire, par exemple, en Espagne. Et là, on va retrouver des traitements très poussés, des coûts un peu plus élevés. Et donc, la justification de ces seuils pose beaucoup de questions dans la communauté. Voilà, on revient vite vers le coût. Hein. Et comment le justifier en sachant que ces paramètres-là, par rapport à la qualité A, on est au-dessous des qualités haute baignade. Alors que pour l'irrigation, on va dire goutte à goutte, vigne, c'est là où je dis qu'il y a quand même quelques avantages aussi, c'est qu'il y a moins de restrictions sur la question de l'aspersion, ça induit moins de contrôle, ça veut dire que le coût, avant, il y avait 4 indicateurs, donc un coût de 500 € grosso modo par mois, hein, si on donne le chiffre sur notre plateforme de Murviel, on passe qu'un paramètre qui est E. coli en sortie, donc on baisse de 550 €. Là, on parle de coût d'analyse de l'eau ? Coût d'analyse. Mais il faut prendre en compte après le surcoût potentiel du traitement. Donc voilà un peu pour donner un peu et l'avantage, c'est que, on va dire, peut-être heureusement, il n'y a pas d'autres contaminants qui étaient potentiellement réfléchis au départ dans la construction de la directive, notamment les polluants émergents. Donc là, je vais présenter brièvement un peu nos cas d'études autour de la vigne. Donc Roquefort, ça a déjà été présenté
Et donc, juste pour dire que le traitement bioactivé par traitement tertiaire concerne la chloration, l'UV, plus filtre à sable pour arriver à une qualité C. Et donc, on va voir l'importance un peu des traitements. Et nous, contrairement à Murvel et Montpellier, on est toujours sur de la qualité C, mais on est resté sur un traitement secondaire avec une parcelle plutôt expérimentale. Là, on a un comparatif, par exemple, eaux usées traitées, eau claire, et de l'instrumentation, et avec une pratique d'agroforesterie pour cette partie-là. Et on goûte toujours en goutte à goutte, avec un filtre plantaire aération forcée. En complément donc, sur nos réflexions sur les résultats, on a voulu comprendre, notamment à Roquefort-les-Corbières et sur d'autres sites, en quoi la réglementation en réutilisation des eaux usées, contrairement à l'eau conventionnelle, induisait des changements pratiques. Ça, on l'a réalisé avec un collègue, donc Patrice Guérin et Anne-Laure Collard, on s'est intéressé sur, par exemple, est-ce que la réglementation changeait des choses sur leurs pratiques. Donc, ce qui change par rapport à une eau, on va dire, conventionnelle, BRL ou SCP, c'est déjà l'installation complémentaire de traitement et toute la réglementation et l'arrêté préfectoral qui amène cette eau. Et notamment par rapport à Roquefort, le fait qu'on a une UV, une chloration. Et on a le fait aussi que dans ce cas-là aussi, et c'est la plupart des projets en France, on a quand même quelqu'un de moteur, et ça peut être les collectivités, ça peut être les acteurs, mais dans ce cas-là, c'était beaucoup lié à l'entreprise de gestionnaire qui était derrière ce projet de réutilisation. Et donc, ça a mené, on va dire, une certaine, on va dire, contrairement à une ressource conventionnelle, un contrôle un peu moindre de l'association des irrigants et donc une gestion menée sur les premières années du projet par l'entreprise et par le chef de projet. Nassim, pardon, j'ai une question, juste pour bien comprendre. Qui assure le traitement de l'eau usée? Donc là, on a la station classique. La station là, d'épuration. dans le cas, ce n'était pas le même gestionnaire qui suivait donc c'était Veolia, pour citer le nom, pour la station. Après, le projet en lui-même, la station de tête d'irrigation, le traitement complémentaire. Là, c'était la société BRL qui suivait que ce soit les analyses. Et après, il y a les ASA. Avec INRAE, mais également l'IFV pour le suivi expérimental et montrer l'innocuité. Et les irrigants sont à côté. Ce n'est pas les irrigants qui prennent en charge le traitement de l'eau usée. C'est en train de changer. Mais on va dire que par rapport à la quantité, donc pour confirmer ce que venait de donner, par rapport aux 3000 m3 du stockage, il y avait vraiment une question de la gestion, on va dire, assez stricte de la ressource en eau. Et donc, on va dire un compromis à trouver entre la quantité, le gestionnaire et l'ASL qui s'est mis en place autour de cette parcelle. Je vais essayer d'aller un peu plus vite pour pas... Après, on s'est beaucoup posé la question, est-ce que, d'un point de vue pratique, je vais après redonner des chiffres concrets sur l'impact sanitaire, mais là, est-ce que les agriculteurs, forcément, changent un peu leur pratique, soit sur la fertirrigation. Donc là, on confirme qu'en effet, les agriculteurs, vu le traitement de dénitrification, c'est une eau classique pour eux et qu'il n'y a pas des enjeux sur la fertirrigation. Ce qui est un des arguments pour la réutilisation, mais dans ce cas-là, il n'y a pas d'apport supérieur ou inférieur parce que c'est une eau qui n'apporte pas grand-chose. En tout cas, de ce point de vue-là. Mais d'un point de vue également pratique sur l'aspect sanitaire, ils la considèrent comme une eau classique, même pendant la période Covid. En tout cas, selon leur dire. Après, sur les questions de rendement, bon, ça c'était déjà présenté, mais la perception, c'est que ça ne changeait pas grand-chose. En tout cas, en comparaison avec l'eau conventionnelle ou sur des cépages. Ça, c'est du point de vue des agriculteurs, voilà, c'est pour, à dire de praticiens. Tout à fait. Après, voilà, il y a la question du coût qui s'est posée, en tout cas par rapport à ce projet, parce que le financement au départ était au niveau de l'agence de l'eau et de l'entreprise. Maintenant, il y a l'exploitation, on va dire, du site, et donc il y a beaucoup de questions autour qui sont résolues, mais qui ont posé un peu question au départ. Et après, ça revient après à la question de l'équité. Pourquoi c'est ces 15 hectares et pas les autres parcelles qui avaient des besoins, on va dire, d'un point de vue rétention en eau, qui étaient plus importants que cette parcelle-là. Et juste pour compléter par rapport à cette perception sur la fertirrigation, donc à Murviel et Montpellier, pour compléter les chiffres qui ont été donnés par l'IFV, dans notre cas, par rapport à ces apports, on a pu apporter jusqu'à 20 kg à l'hectare. Mais en effet, du coup, il y a d'autres questions qui se posent et qui sont, du coup, vont nous faire réfléchir sur l'intérêt de la fertirrigation, en tout cas pour le cas de la vigne. Ce qui n'est pas le cas pour la salade, par exemple, que nous, on a suivi beaucoup. D'un point de vue sanitaire, donc en restant sur cette réglementation à Murviel sur la qualité C,
On a voulu compléter certaines analyses. On parle, là, c'est les analyses sur les eaux usées traitées. Donc, c'est les paramètres qu'on suit mensuellement, réglementairement. Donc, sur les spores, les colis, bactériophages et entérocoques. Donc, ce qu'on a fait en 2022, c'est que suite à une campagne d'irrigation qui était complète, on a pu suivre un certain nombre d'indicateurs pathogènes en comparant le cas où de vignes irriguées avec des eaux conventionnelles et une autre partie avec des eaux usées traitées, même pluviales. Donc sur un certain nombre de paramètres liés à la réglementation reuse, mais également à l'agroalimentaire, on n'a détecté aucun des indicateurs. Ouf. Bon, on s'attendait à ça, mais bon, toujours ça va est-il toujours mieux en le disant. Ouais. Toujours est-il, voilà, on a une volonté de publier ces résultats et ça rassure, bien sûr, c'est une des premières questions que tout le monde se pose, hein, bien sûr. Et donc là, sur le mou de raisin, on n'a pas retrouvé sur un certain nombre de cépages. Donc par rapport à la conclusion, ce que je voulais dire aussi, c'est que sur notre cas, un peu pour compléter l'analyse de Denis Caboulet, c'est qu'il y a la question de pourquoi 1%. On la pose souvent, Donc pourquoi ces incitations parce qu'il y a du financement, que ce soit région, agence de l'eau, le plan eau. On comprend bien que il y a la question de la disponibilité d'autres ressources qui s'est vite posée pour un certain nombre de parcelles. En ayant une eau conventionnelle, on n'allait pas forcément aller sur une eau usée traitée qui était potentiellement un peu plus chère, mais en plus qui imputait du coup des questions de réglementaire et peut-être d'acceptabilité, en tout cas de vision de cette réutilisation. Après, il y a toute cette question, notamment dans notre région, c'est cette eau, elle fait partie des cours d'eau. Et ce qu'on peut voir sur cette cartographie, c'est que dans le cas de la Mosson, c'est ici. Vous pouvez le montrer avec le pointeur. Donc c'est la... Il faut regarder là. D'accord, je me suis perdu. Donc voilà la Mosson. Et concrètement, l'été, on considère qu'un peu plus de 80%, et même jusqu'à 100% selon cette étude pendant plusieurs années, on a presque 80% qui sont liés à cette ressource eau usée, traitée. Donc, parce qu'il y a plusieurs stations qui rejettent dedans. Donc, quid de demain si on récupère l'eau en amont de ce qui restera au niveau de la Mosson. Donc, le syndicat de bassin et autres sont en train de réfléchir sur cette question du débit d'étiage, mais forcément, cette question se pose. Une des solutions sur lesquelles nous, on travaille, c'est cette question de stockage hivernal. Ça veut dire que pour les périodes où la question du débit d'étiage se pose un peu moins, c'est le meilleur moment pour stocker tout en laissant après le niveau nécessaire pendant les périodes estivales. Autrement dit, cette utilisation, dans ce cas particulier, de l'eau usée traitée, serait intéressant de la stocker en hiver pour pouvoir l'utiliser en été et pas la prélever au milieu à ce moment-là. Ou la prélever du milieu à ce moment-là. À condition, voilà. Donc là, condition de résoudre si on avait un émissaire, par exemple, dans le cas de la station de Maïra, là, la difficulté, c'est d'autres questions. C'est que l'usage n'est pas forcément tout le temps au rendez-vous. Ça veut dire la proximité de la station n'est pas tout le temps, la station n'est pas toujours à côté d'une parcelle. Donc il y a d'autres usages urbains, nettoyage de voirie, recharge qui ont été abordés, qui peuvent être intéressants. Et pour clore ça, donc, par rapport à cette démarche, dans le cadre de travaux avec la métropole, on est sur un montage d'un Living Lab. Donc, Living Lab, ça veut dire un observatoire, on va dire territorial, qui lie différents acteurs, notamment les décideurs, la chaire eau agriculture notamment, qui est ici présente, nos laboratoires, autour de ces réflexions sur ces territoires où il n'y aura pas d'eau, en tout cas qui ne va pas avoir de l'eau conventionnelle, comment on maintiendrait l'agriculture et même l'élargir, et quelles ressources on pourrait avoir, la reuse versus l'agroécologie, versus un peu cette réflexion systémique pour maintenir l'agriculture sur ces territoires. Et ça, c'est un travail qu'on débute avec la métropole et Déficlé, pour citer tout le monde. Merci. Merci beaucoup, Nassim. Donc voilà, il y a un potentiel de la RIOUT bien qualifié et c'est ce qu'on a commencé à faire en vous écoutant avec Denis. Merci à tous les deux.